Cousin disait que nous allions avoir affaire de plus en plus à des objets provoquants. Et moi j'ai entendu ça comme des objets amicaux, c'est-à-dire des objets à la fois déstabilisants et stimulants. Et on en a eu à l'instant avec Clotilde un exemple absolument réjouissant. Alors, j'ai entendu également affirmer avec beaucoup de force par tous les intervenants que le design avait un rôle d'invention et dans un champ essentiel qui est celui de l'émancipation, de la libération. Gaetano a parlé, j'y ai été très sensible, il a dit que la partie féminine du cerveau avait un rôle essentiel à jouer. J'ai pensé en termes de plasticité, d'invention, de création. Et puis donc il nous faut articuler cette réflexion, c'est optimiste, c'est cette adresse au futur, ce design qui se tourne vers demain, vers le futur, avec enthousiasme, avec appétit, avec désir. Il faut articuler ça sur la question de la différence. Et j'ai le sentiment, je crois partagé par d'autres, que voilà, il y a une évolution qui s'est faite entre une époque où la différence était synonyme de stigmatisation, de ségrégation, et puis elle est devenue progressivement, notamment sous l'impulsion d'un certain nombre de penseurs qui me sont très chers et dont j'aimerais pouvoir prononcer les noms, c'est-à-dire Michel Foucault, Gilles Deleuze et Jacques Derrida, auquel il faudrait associer également Edgar Morin. Il y a eu, sous l'impulsion de ces penseurs, sous leur impulsion et puis aussi un rôle d'accompagnateur, de témoin, de stimulateur, il y a eu une évolution sociétale et intellectuelle extrêmement importante qui a fait que c'est la différence, plutôt que d'être une source de ségrégation, de souffrance, de stigmatisation, est devenue une source de valeur, une source de quelque chose d'enthousiaste, de quelque chose qui était valorisé. Pour le dire à travers un exemple simple, puisque tout à l'heure Philippe avait déjà prononcé le nom de Michel Foucault, je pense qu'on peut dire très concrètement que voilà, Michel Foucault, né en 1926, c'est quelqu'un qui, entre l'âge de 20 et 30 ans, a commis à plusieurs reprises des tentatives très sérieuses de suicide, tout simplement parce qu'il était homosexuel et que dans l'époque où il vivait, dans le contexte où il vivait, cette homosexualité, il était absolument intolérable et qu'il était l'objet de brimades, et qu'il a été d'ailleurs toute sa vie, et toute sa vie universitaire, toute sa carrière, l'objet de brimades absolument odieuses et très, très malsaines, très sévères. Or, nous sommes aujourd'hui à l'époque des queers, enfin, écrit en anglais, qu'évoquait tout à l'heure encore Philippe, et puis de la marche des fiertés, etc. Ce qui est juste pour signaler à travers cet exemple-là l'évolution spectaculaire donc, de la différence dans nos sociétés. Alors, juste après cette rapide mise en perspective, donc le faisceau de questions, c'est pas vraiment une question particulière, mais le faisceau de questions que je voudrais adresser à nos trois invités, posant que donc la question du design tourné vers demain est porteur de promesses dans la question du vivre ensemble, porteur d'espoir, d'enjeux, fort probablement également d'obstacles, serait de savoir donc quels sont vos espoirs, justement, la manière dont vous l'envisagez, les perspectives, et ce que ce futur envisagé à la fois sous le double angle de la différence et du design vous inspire. Oui. Moi, je m'accroche tout de suite à cette histoire de la différence pour dire une chose que ça fait partie de l'identité de la France, égalité. Comment c'est ça? Égalité. Voilà. Alors, égalité, c'est passé.
Parce que la démocratie, c'est plus la protection de l'égalité, et justement, c'est le contraire. C'est la protection de la différence. Et ça, disons, nous on parle de design, mais c'est beaucoup plus large l'histoire. Parce que nous on doit, comme je disais ce matin, avec, si on peut le faire, aider la différence. S'il y a des architectes, si on est des ingénieurs, des designers, si on est, je sais pas, des compositeurs, etc., nous on doit créer, aider la différence. Parce que c'est dans la différence qu'on existe. On disait, c'est fini l'époque du standard. Le standard, c'était l'égalité totale. Non, la production standardisée, c'était la répétition des millions d'exemplaires de quelque chose. Aujourd'hui, c'est justement le contraire. On n'est plus dans ce moment d'égalité, mais on est dans un moment de différence. Alors, les philosophes que tu as cités, et j'ai perdu les noms parce que j'étais peut-être en train de passer avec Foucault, voilà, etc. Lui, il se sent différent et donc il est tellement exaspéré par cette idée de ne pas être comme les autres qui cherchent de s'annuler. Et c'est la même histoire quand il y a quelque chose comme les fameuses production de porcelaine. Alors il y a une porcelaine qui a un défaut, tac, il y a un contrôleur qui prend Foucault et les jette. C'est ça. Alors il y a l'histoire aussi des 10 tasses à thé où la première est parfaite, la deuxième elle a un tout petit peu de défauts, etc. jusqu'à la dernière c'est comme un chiffon, il y a tellement de défauts là. Alors, la première, c'est celle qui coûte le moins. Et la deuxième, c'est pour l'empereur. Parce qu'elle est tellement extraordinaire que seulement l'empereur peut la posséder. Voilà. Donc, voilà la différence qu'on se trouve devant les idéaux des designers époque Bauhaus et aujourd'hui où devant les dangers de la planification du monde, la standardisation du monde, la massification du monde, nous, on doit produire des différences. Comment le faire? Très difficile. Comment vous pouvez donner la forme à vos travaux et représenter l'identité de la région de l'île? C'est pas évident. Comment? Mais il faut se mettre à penser à des choses comme ça. Parce que l'idée disons, de l'objet sans identité, de l'auteur qui fait l'objet sans identité. Personne n'a de l'identité, à la fin, qu'est-ce qui reste? Voilà. On ne présente pas nos travaux? Il n'y a pas de... Je ne pense pas qu'il y ait un protocole... Parce que... Ça vous disait, oui. Quelle façon vous avez perçu à travers votre engagement? Parce que Caetano disait que existait dans la différence. Justement, un projet que je compte présenter, j'espère qu'on a un peu de temps et que vous pourrez nous écouter. On va se présenter en même temps. Après, d'accord. Mais c'est ça, c'est que bon, moi je suis jeune diplômé, je suis paysagiste de l'école d'architecture et de paysage de Lille, et justement, voilà, sur la manière dont on met en œuvre des projets, j'ai du mal à rentrer dans ce moule. J'ai eu déjà du mal à sortir de l'école. J'ai eu des soucis avec certains professeurs parce que j'étais un petit peu dans la différence, mais moi je ne voulais pas être différent des autres. Simplement, des fois on existe dans la différence et on n'y peut rien. Et si on veut être soi-même, on est obligé d'exister dans cette différence. Donc, moi je suis parti dans la création de choses qui me correspondent à la façon dont j'ai envie d'exister. Donc, je pense que c'est ça, c'est voilà, après cultiver la différence, la singularité. Vous parliez du standard. Oui, ce qui a de la valeur, c'est pas la première tasse, c'est la dernière, c'est celle c'est ce qui fait qu'elle est unique, parce qu'elle n'est pas standardisée.
Merci. Hein. Dingue question. Non, alors, moi, j'ai essayé de... Tiens, un tout petit peu provocateur. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas designer, je suis politologue, ce qui me permet de poser un regard étranger et naïf sur la discipline. Je suis assez effaré par l'optimisme sucré des designers et j'ai plutôt tendance à croire que le designer est en puissance, enfin manipule la poudre et ce que je disais tout à l'heure, question, enfin légifère en silence, c'est-à-dire que l'enjeu du design c'est quand même un enjeu absolument terrorisant et il s'agit effectivement de légiférer ou contre-légiférer. Et donc premier point sur, ça fait peut-être écho à la discussion de ce matin à laquelle j'ai malheureusement pas assisté sur la définition du design, bon, en tous les cas je pense qu'il y a une charge lourde de l'enjeu et surtout que là vous êtes convoqué pour un concours et pour développer du projet, je pense que se mettre en tête que l'enjeu est terrible et que produire des formes, produire des signes, c'est un enjeu terrible. Produire une chaise, c'est-à-dire que la manière dont le corps est absolument façonné par l'outil, c'est quelque chose d'absolument terrible. Et donc on manipule véritablement la matière humaine et c'est ça l'enjeu du design. Donc premier point, voilà, c'est pas pour se marrer, premier point. Deuxième point, la question de la différence, elle est une question aussi qui me semble moi échapper peut-être à l'ambition d'humanité que l'on semble vouloir défendre ici, c'est-à-dire que moi, enfin, en l'occurrence, je travaille plutôt avec des personnes sans abri, avec des Roms, etc. Et l'enjeu pour ces personnes, c'est accéder à un droit à l'indifférence. Et qu'il y a quelque chose du coup de terrifiant, je crois, lorsque le design se saisit de catégories et voudrait œuvrer. Je pense qu'on peut planifier la différence. Hein. On peut entrer dans un design, la différence peut se planifier, c'est-à-dire qu'on peut développer à échelle industrielle de la différence, des petites différences et des différences aussi très grandes, des différences discriminantes, des différences violentes. Et pour moi, je veux dire, la question de la différence n'est pas la question que je rencontre, disons, hein, il n'y a pas le désir que je rencontre, il y a, on témoigne d'une certaine manière, dans les situations dans lesquelles, effectivement, il s'agit de livrer bataille, et l'accession à l'indifférence est bien souvent l'horizon et l'enjeu de la bataille à livrer, dans les situations que je rencontre. Bon, alors là, pour présenter un peu les dernières choses que j'ai faites, ça fait pas mal de temps, parce que ça, c'est le projet que j'ai fait après qu'il y a eu ce désastre des 2 tours à New York qui sont brûlées. Et donc, je passais de témoigner ma réaction devant ça. Alors, ce projet il part de l'idée que malheureusement l'architecture qu'on fait dans le monde entier, elle n'est pas passée à travers ce que c'était l'expérience de la pop art années 60, 70, années 50. Et donc, d'une certaine façon, l'architecture est encore à faire d'une beauté idéale, des bonnes formes, etc. Ça, c'est plus ou moins dans le monde entier. C'est-à-dire, l'architecture, ce n'est pas encore image, l'architecture, ce n'est pas encore culture populaire, ce n'est pas encore fait avec, disons, l'ordinaire. Voilà. Alors, quand il y a eu cette tragédie, moi je pensais que la chose à faire, c'était surtout de reconstruire les 2 tours, parce qu'accepter la destruction et ne pas reconstruire, ça aurait été reconnaître la force de ces gens qui ont voulu faire ce désastre. Et donc, je pensais que, mais en plus, en partant de quelque chose de très populaire, que c'est les symboles que vous voyez derrière vous. C'est un symbole populaire, c'est reconnu dans le monde entier, c'est une image
positive. Alors, sur cette image, j'ai pensé de faire une proposition de ce type, que c'était simplement les 2 tours, avec un bâtiment qui fait 26 étages à cette échelle, les chœurs, 26 étages où il y avait les mémorials, où il y avait les musées, les restaurants, tout ce qu'ils voulaient. Et l'intéressant de la chose, c'est que c'est un message, d'abord c'est une image. L'architecture qui évoque des images. Vu qu'on est, les computers parlent d'images, c'est une langue universelle. Et donc, voilà, tout le monde pouvait comprendre ça, qu'à une tragédie, on ne répond pas avec d'autres tragédies qu'on est en train de construire, mais on répond avec quelque chose qui a un sens de positif, d'optimisme, etc. Et reconnaissable. Et au-delà de toutes les traditions au monde, parce que l'art de New York, c'est quelque chose un peu du monde entier. Et donc, du point de vue structure, bon, c'est pas la peine de le dire, mais la stabilité de tout, c'était beaucoup plus fort. Voilà. Alors, là, on passe à une autre chose. L'innovation, selon moi, l'œuvre d'art, elle arrive, ou bien l'architecture, parce qu'on parlait ce matin, je ne sais pas si on parlait ce matin de ça, mais mettons qu'on parlait de ça ce matin, que c'est le fait de dire que l'architecture, elle prend place, elle est très rare. Elle arrive rarement dans un siècle, il y en a 3 ou 4. Le reste, c'est du bâtiment, comme ici en France on appelle les produits du bâtiment. Voilà. Alors, l'architecture, c'est rare parce qu'elle a besoin de se vérifier à 3 niveaux. Au niveau de l'innovation du langage, l'innovation de la technique, comment construire et quels matériaux innovants, possiblement, jamais utilisés, etc. Et donc là, c'est une maison que j'ai faite au sud de la France pour une couple. Elle, c'est une galériste d'art, et lui, c'est un architecte. Et donc, j'ai fait cette maison, elle est comme ça, c'est-à-dire vous faites une carcasse de contreplaqué, que c'est le volume de la maison. Après, il y a un camion qui arrive avec 2 réservoirs. Et il y a quelqu'un qui... Ah voilà, là c'est la construction en bois. Et là, c'est moi ça. Il y a quelqu'un qui prend un pistolet et les 2 composants qui sont dans les réservoirs, ils sont projetés contre les contreplaqués. Alors c'est du polyuréthane à haute densité, rigide, qui immédiatement il fait une expansion du 10%. Et donc si on fait le spray pendant 8 heures, on fait la maison. Voilà. Et quand on fait un mur qui fait 28 cm ou 25 cm d'épaisseur, c'est costaud, résistant au chaud, au froid, au soleil, à la pluie, etc. C'est une maison faite avec les 80% d'or. Et c'est la même matière, si vous n'êtes pas familier avec ce type de matière, c'est la même matière avec laquelle sont faits les thermos. Donc vous mettez le café le matin, le soir vous voulez boire un café chaud, il est toujours chaud. Donc c'est très isolant, vous pouvez le faire pour les climats froid et au chaud. Et je pensais qu'un jour, si quelqu'un avait envie de continuer ce type de recherche, on peut faire des maisons pour les tremblements de terre, les gens qui sont... plutôt que de faire des tentes, on fait à toute vitesse, on projette des choses comme ça. Donc, voilà l'expérience. En plus, alors là, l'esprit, en plus, là, ça c'est le résultat. Alors, il s'agit d'un couple. Donc, le couple, c'est lui et elle. Et donc, moi, je fais la bêtise de dire qu'elle, c'est la couleur rose, et lui, c'est la couleur bleue. Et finalement, je pense que si j'ai réfléchi sur leur caractère, elle est bleue et lui, il est rouge. Mais c'est pas grave. Ce que c'est important, c'est d'exprimer
ce type c'est un couple, donc on doit les voir. Et c'est un portrait. Et donc c'est l'utilisation en architecture de l'image. Voilà. Et une chose intéressante à dire, c'est que ça c'est dans le sud d'Italie, dans une région très classifiée, où on ne peut pas construire comme ça, on peut construire selon l'histoire. Et c'est une autre bêtise. Alors là, j'ai 3 dîners avec les responsables des Beaux-Arts, qui sont ceux qui donnent la permission. Et finalement, j'ai convaincu que ça, c'était, disons, l'évolution de ce qu'on appelle les trulli. Je ne sais pas si vous êtes familier. Trulli, c'est des choses comme ça. Les types disent, oui, mais je ne comprends pas très bien, mais de toute façon, je vous donne la permission de construire. Donc, on a fait ça. Et voilà. Et il y a là aussi, intéressant, c'est qu'il y a des cubes accrochés qui sont faits avec de la même matière, mais qui terminent avec un miroir. Et donc le miroir, il réfléchit la nature autour, parce que c'est au milieu des oliviers. Et en même temps, je pense que la salle de bain, la matière miroir, c'est la matière de la salle de bain, parce qu'on va là-bas aussi pour se sentir bien, beau. Et à la fin qu'on a fait tout ce maquillage, on se regarde dans le miroir. Donc le miroir, matière miroir, c'est la matière pour la, selon moi, pour la salle. Ah oui, ça c'est une autre chose. C'est une expérience au niveau des objets. C'est une des dernières choses que j'ai fait. En ce moment, ce que vous verrez là maintenant, c'est dans une galerie à Londres, jusqu'au 22 décembre. Et il s'appelle 6 tables sur l'eau. Ça, c'est le titre de l'exposition. Et en effet, j'ai fait ces tables pour parler de la condition de l'eau dans notre moment historique. Alors, il y a la lagune de Venise. Alors, d'abord, il y a une surface. Et sur cette surface, c'est comme de l'eau, mais c'est de l'eau légère, bien sûr, traitée d'une façon très figurative. Et là, moi, je suis, disons, de Venise, et je puis représenter vraiment la lagune de Venise. Et avec des poteaux, vous voyez les poteaux là que vous voyez, c'est des poteaux qu'avec les bateaux, on doit rester là-dedans, parce que si on va à côté, l'eau est comme ça, et vous restez encastré avec les bateaux. Donc, alors, si vous avez envie d'utiliser la table sans obstacle, ces choses-là, vous les amenez. Mais en même temps, il y a une bonne réflexion. C'est-à-dire, à côté de la lagune, il y a un centre chimique qui, depuis des années, crée certains problèmes à la qualité de l'eau de la lagune. Parce qu'ils versent des huiles, ils versent n'importe quoi. Et donc, cette table, si vous la voyez, vous reconnaissez qu'il y a de l'eau contaminée. Donc, c'est une façon de dire, réfléchissons, une provocation à penser que l'eau, c'est un élément très important qu'il faut respecter. Il ne faut pas, une couinade, je ne sais pas comment dire, mais de toute façon, voilà. Ça, c'est la première table, avec des détails, voilà. Et ça, c'est les lacs. Et alors là aussi, à côté du lac, il y a une route qui passe et il y a des rochers. Alors il y a aussi la possibilité de dire, tiens, quand je m'approche à cette table, je suis grand comme je suis. Mais dès que je découvre qu'il y a des éléments qui me projettent dans le ciel, et je suis en train de voir la table d'en haut, et donc c'est aussi une provocation à imaginer les choses à une échelle autre que notre corps. Et donc là aussi, quand on a besoin de la table lisse, etc., on a enlevé, comme vous voyez ici, il n'y a plus la route, parce que ce sont des éléments mous qu'on peut enlever. Et voilà, des détails. La structure de la table est faite de mousses rigides, parce que je pense que sous l'eau, dans l'intérieur de la terre, il y a quelque chose qui est en train de bouillir, que c'est la matière, et que donc c'était une bonne représentation de faire ce volume très organique comme structure de la table.
Voilà des détails comme ça qui parlent justement des réalités. Ça, c'est l'océan. Et là, on a l'impression, en regardant cette table, que l'eau est encore pure. Mais à un certain moment, on voit des petites plages qui nous disent, voilà, je ne suis pas une table, mais je suis un morceau d'océan. Et c'est un exemple, disons, de design qui parle figure, qui parle représentation. Ce n'est pas abstrait, c'est des formes qui nous suggèrent, voilà, des détails sur l'eau qui nous font passer qu'il y a des rochers qui font aussi que l'eau devient plus claire, différentes profondeurs, etc. Et voilà, ça c'est beau. Ça c'est les temps. Les temps d'habitude, c'est pas très grand. D'habitude, les gens jettent des poubelles, etc. Il y en a plein. Là, on ne voit pas dans les détails, mais il y a beaucoup de petites choses qui font passer que les gens ne respectent pas ces petites plaques d'eau. Voilà, il y a même une île avec des arbres que j'ai fait en utilisant des choux-fleurs. Le fleuve, voilà. Et ça, c'est la plaque d'eau quand il pleut. Et alors, on a pris, à côté du laboratoire à Brooklyn, on a pris exactement l'empreinte d'une plaque d'eau et on l'a reproduite parce que c'est aussi un exemple d'eau. Voilà. Et voilà, ça c'est le dernier travail au niveau des objets. Ce sont des flammes, j'appelle des flammes, ce sont des éléments très organiques, en résine très souple, translucide, soutenus par des piliers. Et la photo peut-être peut donner l'idée que ça c'est un bâtiment, etc. Parce que c'est un peu un objet architectural. Et ça, je l'ai fait pour une exposition qui va avoir lieu à Miami, qui s'appelle Miami Base, et je vais exposer ces choses-là. Ça, c'est des urettantes, et c'est souple. Alors, si on veut, pour parler des matériaux de notre époque, que selon moi, ils sont beaucoup plus avancés que les matériaux traditionnels, si je faisais ça avec du verre, c'est très, très fragile, très coûteux à envoyer, à faire les envoyer à Miami. Mais en effet, je voulais simplement les envoyer avec une étiquette parce que si on les jette par la fenêtre, tout est souple, donc rien casse. Et ça, c'est les progrès des matériaux d'aujourd'hui. Ça, différentes couleurs, différentes transparences. Et voilà, c'est les derniers travaux que j'ai fait. Merci beaucoup. Exposé méthodologique en fait en rapport avec ce qu'on travaille à l'école des arts politiques à Sciences Po Paris, qui est l'école qui a été fondée par Bruno Latour. Donc je pensais que peut-être pour aborder les questions dans lesquelles vous allez être plongé, il était aussi intéressant de partager avec vous une expérience d'exploration, d'enquête, je ne sais pas comment trop le qualifier, de questionnement, une situation qui pourrait, mais en l'occurrence c'est pas le cas, aboutir à un projet de design. Alors c'est... donc la réponse est technique, mais quelle était la question? Donc c'est pour ressaisir un peu aussi cette citation de Cedric Price, d'ailleurs qui est un des comment dire, une personne qui a inspiré Archigran par exemple. Donc l'architecture a été pop à un moment donné, et en tout cas c'est utopiste que fut Archigran. Et donc pour réexplorer la question de la question. Et en particulier sur un sujet donc, qui s'est posé à Paris, surtout en 2010, avec l'explosion du phénomène des bifins.
Alors les bifins, c'est en fait une reformulation, une réapparition de cet être-là qui est en photo, qui est ce qu'on appelait les chiffonniers, qui ancestralement étaient des personnes qui récupéraient des chiffons et des peaux de lapin d'ailleurs aussi, et les revendaient dans l'espace public. On dit aussi qu'ils étaient dans la bif. Et donc ce phénomène-là a réexplosé en 2010 à Paris, et notamment dans le quartier de Belleville, donnant lieu à une prise d'assaut de l'espace public par ce que le langage administratif, qui a l'habitude de détraquer les choses, appelle donc des récupérateurs-vendeurs, donc un peu anesthésiant la charge de ce phénomène-là, et en tous les cas donc des centaines de personnes prenant d'assaut le trottoir, etc., et revendant des éléments glanés dans les poubelles, un fatras de petites affaires, et donc effectivement un phénomène qui a donné lieu très rapidement à une contre-offensive des riverains, on dit des habitants, qui se sont constitués, dont une toute petite partie d'ailleurs, des riverains s'est constituée en association. Cette association s'appelait Couronne Belleville Propre, donc évidemment se dressant contre le phénomène, demandant à pouvoir public de faire disparaître ces indésirables. Et dans la foulée, quasiment, une association en fait, contre les contres s'est constituée. Et donc là est née une espèce de controverse à la fois très très forte et puis complètement dans l'impasse. On voit bien une espèce d'opposition entre deux représentations du phénomène qui n'a abouti qu'à des phénomènes de violence et contre-violence. Donc quotidiennement, ces personnes apparaissaient, les forces de police étaient diligentées, dispersaient les personnes qui revenaient, etc., etc. Et on voyait très bien comment était, si on faisait la cartographie un peu de représentation des pour et des contre, on voyait certains éléments récurrents en fait, et notamment, c'est pour ça que j'ai nommé le visage d'une lointaine et indésirable différence, c'est-à-dire que c'est le visage que prenaient ces personnes-là, ou ces bifins, auprès des pour comme des contre, qui était un visage d'un phénomène lointain débarquant dans l'espace public. Alors les contres étaient effectivement sur différentes représentations, mais se dire ce lointain-là est menaçant, il est étranger, etc., donc il y avait tout un tas de relents racistes qu'on sait assez bien diagnostiquer, mais aussi on disait on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, donc le visage de cette misère du monde qui arrivait en bas de chez nous. Donc il faut faire quelque chose et évacuer ce phénomène-là. Et les pour qui eux-mêmes, sur des représentations relativement proches, se constituaient en défenseurs de ces misérables qui étaient là et qu'il fallait savoir accueillir. Donc on était finalement sur à chaque fois la représentation d'un phénomène exogène au quartier, une espèce de, et donc menaçant de déferler pour les contres, mais pour lesquels il fallait savoir accueillir, savoir légaliser, etc., etc. Et il y avait tout un enchaînement aussi de représentations qui étaient liées, enchaînement donc de représentations liées aux déchets, évidemment, parce que c'est un marché illégal qui disparaissait très vite à chaque descente de police, donc il laissait un certain nombre d'immondices, évidemment, sur le territoire, que les marchés légaux laissent aussi, mais sont nettoyés après par des services municipaux. Donc la question de la saleté, donc qui formatait en quelque sorte cette dramaturgie, et donc avec des événements assez violents systématiquement. Alors là, c'est typiquement une situation qui nous intéresse à l'École des Arts Politiques et dont on saisit, en fait, commandité. On aurait pu être commandité par les forces de police, par les pour, par les contre. Peu nous importe, c'est comment un acteur qui est pris dans une séquence comme celle-ci, dans une dramaturgie comme celle-ci, se rend compte que l'impasse est manifeste, qu'avec les représentations qui sont en jeu, la situation demeure et se pérennise et on n'aboutit à rien. Donc en fait, on a été commandité par le créateur, enfin le fondateur du comité de soutien pour simplement retraverser la situation, enfin simplement essayer de reformuler la problématique de telle sorte à modifier le rapport de force.
Alors c'est un peu ça que je voulais vous exposer, c'est comment on arrive au milieu d'une situation, d'un bourbier, d'un champ de bataille, littéralement, et quelles armes on développe sur ce champ de bataille pour refaire se poser la question qui se pose là, et de telle sorte à ce que ne demeure pas comme une évidence, comme une évidence naturalisée, la question telle qu'elle est posée aujourd'hui. Donc en l'occurrence, cette déferlante de misérables jusqu'en bas de chez nous. Et donc c'est là qu'une petite partie méthodologique, je crois, qui est assez intéressante, qu'on essaie de développer à cette école des arts politiques, qui réunit à chaque année une vingtaine de personnes qui viennent de champs absolument différents, à la fois des chorégraphes, des designers, des philosophes, des anthropologues, etc. C'est de travailler, je pense, très modestement, avec cette ambition modeste qui est de décrire ce qui arrive. Comment se placer en situation et décrire, redécrire, redécrire, avec à chaque fois des instruments, des outils très spécifiques qui sont liés à des pratiques très particulières de chacune des personnes qui sont à l'école. Donc en l'occurrence, il y a un groupe qui s'est constitué de 3 personnes sur ce projet-là. Il y avait une illustratrice, une plasticienne et une anthropologue. Et elles ont, toutes les 3, développé un certain nombre de pratiques de description, de pratiques de mise en situation, comme donc conduire une enquête, comme on mène en quelque sorte une incantation. C'est-à-dire qu'il s'agissait d'être sur la situation et de conduire cette enquête-incantation de telle sorte à faire advenir autre chose. Et cette autre chose, c'est l'apparition de l'acheteur qui était finalement complètement absent des représentations des pour comme des contre. Cet acheteur est apparu à travers différentes études, enquêtes et alors on a par exemple en suivant les matériaux, les objets qui étaient vendus, en les suivant à la trace, c'était vraiment la pratique de l'anthropologue qui essaie de suivre à la trace les pratiques et les objets, etc. Petit à petit tracer le fil des objets, arriver à désigner certaines pratiques assez singulières de réutilisation d'objets achetés là, etc. Et on a rencontré en quelque sorte des mannequins, de véritables personnes habillées totalement en bifin, utilisant des objets bifins, mangeant bifin, etc. Et s'est révélé là un personnage, un acteur, un actant dans le théâtre général de cette dramaturgie qui était absent et qui est pour le coup l'homme du coin, l'homme du cru, qui est un acheteur, et ce continent absolument invisible de la dramaturgie qui est ces personnes qui habitent Belleville et qui viennent sur le marché évidemment s'alimenter de ce marché. Alors, à partir de là, était reconfiguré en fait cet acteur nouveau apparu sur la scène à travers ces différentes enquêtes permettait, et c'est là que ce qu'on a dit ce matin d'ailleurs sur le test ou sur le prototype a été mis en jeu, comment effectivement faire advenir cette présence nouvelle, repérée, en acte pour en quelque sorte en tester la validité. Et il y a différentes expérimentations qui ont été conduites parce que réapparaissant comme un phénomène endogène, ce marché des bifins, il devenait potentiellement voisin, contemporain, voisin ou parrain d'un certain nombre d'autres situations complètement normalisées évidemment. Alors on s'est intégré par exemple dans la fête des voisins et comment ainsi se réinterroger à travers différentes manières de penser le voisin, comment on pouvait prendre dans les mailles de cette idée de voisinage le bifin lui-même. Et donc c'était une manière de faire de la manifestation avec les bifins dans ce territoire, se présentant eux-mêmes comme des voisins en puissance. Donc ça c'était une des expériences conduites. Comment à ce moment-là on s'interrogeait sur la figure du récupérateur qui était le bifin, qui faisait écho à un certain nombre de pratiques bien normalisées et ne posant pas de problème de légalité, et pourtant relevant du marché noir, par exemple, qui était quelque chose qui était assez difficile à traiter pour défendre la situation des bifins, mais donc qui sont ces vides-greniers, et comment petit à petit on a fait s'infiltrer à travers des dispositifs scénographiques presque, des bifins dans des vides-greniers, qui étaient, alors à travers, et c'est là qu'il y a la question, je suis passé assez vite, mais sur les questions
presque théâtrale du drap rouge qu'on a utilisé sur différentes expérimentations et qui est devenu un peu le support et l'écran de différentes expériences conduites dans l'espace public. Donc comment les bifins ont intégré des vides-greniers du quartier. Ou encore un marché des créateurs, et là c'était la procédure inverse avec ce drap rouge qui est devenu en fait une espèce de fil rouge. On a intégré aussi une manifestation de Belleville qui était une manifestation, un marché des créateurs. Et donc comment ça permettait aussi, et là on a demandé aux créateurs d'installer leur attirail au sol sur ces draps rouges qu'on leur a donnés. Donc un certain nombre de créateurs ont joué le jeu, et ainsi se mêler, s'indifférencier en fait les statuts, et pouvaient commencer à dériver en quelque sorte les représentations. Ce statut de bifin ne devenant plus forcément cette différence lointaine, mais venant voisiner et s'acoquiner en quelque sorte à ce présent proche. Et donc pour finir, voilà, ça c'est le matériau, alors j'ai très rapide, mais le matériau récolté par cette enquête. Ce que je voulais souligner, c'est à la fois les instruments de l'enquête, c'est-à-dire comment ne pas partir de la naturalisation, hein, enfin essayer de tomber dans le piège de la différence comme naturalisation, c'est-à-dire si on entrait de plein pied dans la question des bifins en tant que designer pour venir soutenir des différences, on serait venu très directement essayer de prêter main forte aux bifins, alors qu'en faisant apparaître le phénomène comme un phénomène massivement endogène, il s'agissait davantage de travailler pour les acheteurs, et qui du coup faisait complètement se renverser la dramaturgie. Et donc ainsi, travailler non pas pour différentialiser la situation, mais en quelque sorte pour l'indifférencialiser, ou en tous les cas la reconstituer comme singularité dans un faisceau et tissu de pratiques voisines, et lointaines aussi. Donc il y a aussi des très beaux exemples de ces dérives-là, et donc comme les bouquinistes à Paris, qui ont été... donc il y a une grande histoire qui est absolument magnifique et magique, de l'histoire des bouquinistes qui ont été vraiment, pendant des siècles, chassés par les libraires eux-mêmes d'ailleurs. Donc c'était ces vendeurs à la sauvette de livres qui étaient très très installés sur le Pont-Neuf notamment, et qui sont devenus aujourd'hui patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc comment, et là il y a des coups de théâtre, et c'est véritablement ces coups de théâtre-là que je pense que le design est sommé de jouer, des coups de théâtre au sens presque très littéral et modeste du terme encore, c'est comment on reconfigure le théâtre, on redessine la dramaturgie, et ainsi légalise et donne figure légale en tous les cas à un phénomène qui a la forme manifeste de l'illégalité. Et donc c'est ce qui est advenu par exemple de ces boîtes de bouquinistes. Donc bon, à travers différents coups de théâtre qu'on pourrait compter mais qui prennent beaucoup de temps. Et comment donc petit à petit aussi repérer dans les formes, et là c'est quelque chose qui est assez aussi frappant, c'est comment on repère dans des formes très contemporaines et très à la mode et très etc., des phénomènes très voisins finalement. Là on valorise, là c'est des cantines itinérantes qui ont explosé, enfin là c'est un phénomène, ça date de 2012, deuxième prix des espoirs de l'économie. Donc c'est des vendeurs de bouffe qui sont évidemment en design, pour le coup, hyper valorisés, et valorisés par le public qu'ils visent. Et comment, effectivement, ils viennent en bas des immeubles d'entreprise, et comment toute l'opération de présence et de mise en présence de ces personnes dans l'espace public, qui ne pose pas de problème d'occupation de l'espace, pourtant c'est un vrai problème d'occupation de l'espace, dans l'absolu, de comment tirer profit et privatiser l'espace public donc à des fins d'économie privée, donc c'est bien ce qui se passe, pourtant ils ne sont manifestement pas un problème de ce point de vue-là, etc. Donc ce sont des opérations de design qui semblent faire écho, en tous les cas qui semblent montrer un certain chemin pour travailler sur le cas des bifins en l'occurrence, qui pourrait être un des cas sur lesquels vous pourriez travailler dans les jours à venir. Je m'arrête là, et c'est tout. Voilà.
Merci pour l'intervention. Moi, j'ai appris que je ne connaissais pas le terme de bifin. C'est parce que, juste une anecdote, mais les chaussures que j'ai là, elles m'ont été offertes par une personne qu'on dit Rome, qui a récupéré comme ça, il me les a offertes. Et je les avais mises tout de suite. Et l'autre jour, je regarde dedans et c'est écrit Pierre Cardin. Non mais c'est fou. Et ils les a retrouvés parce qu'ils font les encombrants, ils font de la récupération, les gens dont je vais parler. Et ils avaient récupéré ça vers Bondu et tout, puis il y a juste un petit trou ici, alors quand il pleut, il y a de l'eau. Mais c'est incroyable. Bon. 45. Dès qu'ils trouvent du 45, c'est tout. Bon, moi je vais vous parler d'un projet que j'ai mené avec beaucoup de gens. Ça a fait l'objet de mon travail de fin d'études à l'école d'architecture et de paysage de Lille. Mais ce n'est pas seulement mon diplôme, c'est un projet très collectif avec des architectes, des paysagistes, des artistes, des gens, des simples citoyens, plein de gens différents. Et donc c'est une expérience qui a eu lieu sur un terrain qui s'appelle La Friche, qui est juste à côté de l'école d'architecture et de paysage, qui est de l'autre côté de la route. L'école d'architecture est juste ici en fait. Donc on a un grand terrain de 10 hectares où, quand j'étais étudiant, on avait envie de se réapproprier ce lieu et on a organisé une fête qui a lieu 2 fois par an qui s'appelle la Frichti pour se réapproprier avec les gens du quartier ce lieu. Et puis un jour, il y a des familles roms qui sont venues s'installer. Je ne connaissais pas du tout ce que ça voulait dire, ce que c'était Rome. Et donc je voulais vous parler de ça aujourd'hui pour questionner un certain nombre de choses sur la manière de faire du projet d'espace, voilà, comment on interroge ça, sur la manière de mettre en forme un projet, sur la question de la forme aussi. Et donc je vais raconter ça. Donc la friche, voilà, c'est un grand délaissé de 10 hectares. Vous voyez, ça fait 40 ans que c'est à l'abandon, c'était des terres agricoles, c'est situé à Villeneuve-d'Ascq, donc c'est des anciennes réserves foncières. Et à cause des carrières souterraines en dessous, on n'a pas pu construire, c'est très cher. C'est juste à côté du grand stade. Et donc, vous voyez, vous avez cet espace comme ça, naturel. Et donc, quand on était étudiant, on est venu s'approprier ce lieu. Un morceau appartenait à l'école. Et donc, on a commencé à investir ce terrain en créant des allées, en aménageant des espaces, vous voyez. On y venait pas mal pour un cours d'écologie. Voilà, on taillait des espaces dans la masse verte. Et ça ressemble à ça. On avait même mis une porte d'entrée au fond du parking, l'école d'architecture. On a donné un nom, la friche. Voilà, ça ressemble à ça. Et donc, bah, ça c'est un des banquets qu'on avait organisé à la Frichti. Vous venez de manière 2 fois par an, vous venez investir ce lieu et du coup le faire vivre et le gérer par ces événements. Parce que les pas en fait, de la friche, ça pousse énormément, la masse verte, la nature arrive, et en fait, rien que nos pas, nos piétinements, ça faisait l'effet d'un broutage par les moutons, en fait. Ça permet de garder l'espace ouvert. On faisait des choses avec les gamins dans les arbres. Voilà. On avait fait un certain nombre de choses avec du saule tressé, des salons. Et puis, il y a des familles roms qui sont venues s'installer. Moi, je ne connaissais pas trop ce que ça voulait dire. Vous voyez, des choses comme ça qui se construisaient, en fait. Donc là, c'est un baraquement, c'est fait avec c'est dans le bois, en fait, c'est fait avec les arbres du coin, avec un certain nombre de choses, que de la récupération, en fait. C'est-à-dire que c'est des maisons recyclées et recyclables. Voilà, moi je les ai vus faire, ils montent une structure, en fait, avec des arbres, avec des palettes. Et puis après, ils récupèrent des planches. Puis après, ils étanchéifient ça avec des bâches. Et puis, une fois que ça c'est fait, bah, ils mettent un poêle. C'est fait des fois avec un tampon de machine à laver ou avec un vieux four. Et puis, un jour, la fumée sort de la cheminée. Voilà, c'est une maison qui abrite des choses. Voilà. On voit l'école derrière.
en fond, et donc il y a des gens qui dorment dans les tentes, là, avec leur cuisine à ciel ouvert. Et puis voilà, on était face à des situations comme ça, où il y avait des gens qui vivaient dans ces conditions-là. Juste, vous voyez, on voit au fond le bâtiment de l'école d'architecture, juste à côté de chez nous. Et nous, en tant qu'architectes et paysagistes, on s'est dit, déjà, premièrement, ça s'est mal passé au début, c'est qu'ils sont venus quand même s'installer sur notre jardin. On avait commencé à créer des jardins, s'approprier le lieu avec les habitants. Et puis, vous voyez, d'un seul coup, ce lieu que je vous ai montré au début devenait un petit peu comme ça. Avec de la boue, des déchets, parce qu'il n'y avait pas de poubelle, donc il fallait éviter ça. Et puis, donc là, c'est le parking. Voilà. Et puis, des gens qui commençaient déjà, vous voyez, à faire s'approprier le lieu, voilà, de la récup qui permet de faire un jardin avec des fleurs artificielles, des statues, des choses comme ça. Et puis, été 2010, si vous vous souvenez, le discours de Grenoble de l'ex-président Sarkozy, qui demandait le démantèlement des campements illégaux des Roms. Et donc, en été 2010, tout ça, ça a été détruit. Et là, on voit, si vous voyez au milieu, il y a un enfant qui cherche ses jouets là-dedans. Voilà, ça ressemble à ça. On voit Maranix, qui est ici. Voilà, c'est celle-là. On va mettre ça, c'est la photo, en fait, ça c'était très beau au printemps, à la fin de l'hiver, et ça c'est quelques mois après, en fait, au même endroit. C'est-à-dire que la nature a conquéri cet espace. Voilà, des choses comme ça, les anciennes baraques qui avaient été brûlées. Et puis, on a rencontré ces gens qui vivaient là, et on a dit, on va faire quelque chose ensemble. À l'occasion de la fête, justement, la Frichti, on a dit, on est arrivé sur le terrain pour nettoyer, parce que c'était revenu, en fait, l'expulsion, et juste après, ils étaient revenus se poser là, parce qu'ils n'avaient nulle part où aller. Et donc, on a dit, on va nettoyer le terrain pour faire la fête, et puis j'ai dit, voilà, si vous faites, c'est chez nous aussi. Et donc, on s'est mis à nettoyer le terrain ensemble, et on a réorganisé une fête ensemble, on a fait la fête. Et puis, on s'est vraiment rendu compte des conditions de vie. Vous voyez, la grande balle de combat pour essayer de nettoyer tout ça. Et puis on s'est dit, on a poussé la porte des caravanes, on est rentré dans les baraquements et on a vu les conditions extrêmes. Enfin, moi je ne vais pas m'éterniser là-dessus, on entend beaucoup parler. Et puis on a dit, on va faire quelque chose ensemble. Et là on voit, avec les enfants, on a amené des matériaux. Vous voyez, ces planches, on a conservé, on a fait des toilettes sèches en premier. C'est ça la première chose, on a fait ensemble plusieurs toilettes sèches. C'est assez intéressant parce qu'en fait c'était ça. C'est une artiste plasticienne qui s'appelle Charlotte Cochin, c'était exposé à Tourcoing, cette œuvre. Et puis ça a servi à faire ça. Et puis après c'est devenu ça, quand il fallait reconstruire. Et donc, on s'est mis à co-construire avec les familles qui étaient là. On a essayé de voir comment on pouvait faire ensemble pour trouver des solutions. Donc on a commencé à dessiner des choses. Et puis les familles, les baraquements étaient détruits, on a dit on va reconstruire en fait. De voir, est-ce que c'est possible de venir s'implanter là, mais de ne pas tout détruire, de garder la vie qui est là, toutes les espèces, mais en même temps de permettre à des gens d'habiter là. Donc, par exemple, comment on implante une cabane là-dedans, sans détruire forcément les choses. Et puis il y avait un certain nombre de cheminements, et donc se mettre à distance de ces cheminements pour que les gens qui habitaient le quartier puissent continuer à traverser ce parc. C'est un parc pour les gens du quartier. Donc là, on commençait, c'est Olivier avec, on essayait de faire des maquettes, en fait, on essayait de comprendre comment on allait construire des choses ensemble. C'était pas facile, les outils qu'on avait appris à l'école, et puis là on essayait, vous voyez, on fait des constructions. Et puis on a commencé à mettre ça en chantier, là on a fait des fondations. Voilà. On a trouvé des briques à l'école, on a volé ça. Maintenant je peux le dire, je ne suis plus là-bas. On a volé ça dans la réserve. Donc voilà, on commence à construire, les planchers. Voilà, on construit. Bon, c'est rien que, vous voyez, il n'y a pas de... On était dans l'urgence, on a commencé à réfléchir, à essayer de dire « Ah, les architectes étaient là, on va faire un toit comme ça va être bien et tout. » Mais c'était l'urgence.
Donc on a construit vraiment vite, et c'est des abris de jardin. Après ils se sont un peu modifiés, parce que c'était bien sûr trop petit, ça faisait 9 mètres carrés. Il y a Margarita et Sorine qui, avec leur fils Patrick, qui commencent déjà, et on avait fait l'abri, et puis ils commencent à faire une extension. Donc tout ça c'est avec de la récup, c'est du recyclage. C'est encore en construit d'autres. Puis après ça ressemble à ça. En fait elle a changé pas mal. Voilà, là on les avait peints, c'est vraiment de choses. Et puis voilà, ça c'est le salon d'abord. Dans ce lieu. Puis sur les chemins, alors l'hiver il y a de la boue, parce que plus on marche dans ce milieu, plus il y a de la boue. Alors là on met du BRF, alors ça coûte rien du tout. Et puis moi il n'y a plus de boue comme ça. Les enfants quand ils vont à l'école de l'autre côté de la route, ben, ils sont propres, ils n'ont pas la boue à les pieds, ça coûte pas cher. Même on a Guillaume Chel qui a écrit le nom de toute sa famille comme une boîte aux lettres. On a même le maire. Le maire d'Hélène qui est en train de manger un sandwich chez la fête des voisins. Ça c'est une douche. Ça, en fait, j'aurais pu mettre beaucoup de choses autres. C'est des choses qui sont inventées dans l'urgence et avec ce qu'on a. Donc ça c'est voilà, un bidon, on met l'eau, et puis on se met en dessous, voilà, ça fait une douche. Et puis bon, bah, quand l'urgence était passée de s'abriter, bah, on a commencé à dire bah, on va faire des jardins pour se nourrir, et puis pour les gens du quartier. Donc ça c'est des futurs paysagistes. Et puis on a commencé à cultiver. Alors après on a commencé, ça c'est des palettes pour clôturer, parce qu'on a amené des animaux, parce que ça pousse énormément sur ce terrain, et donc ça s'enfriche. On a dit on va faire venir des chèvres et des moutons. Et on a passé une petite annonce dans le Bon Coin, et les gens nous donnaient des chèvres et des moutons. Alors ça, il fallait protéger les cultures. Voilà. Et puis finalement, en fait, d'indésirables pour beaucoup de gens, eh bien, les familles roms qui étaient là, elles sont devenues des gestionnaires du lieu. Et c'est-à-dire qu'elles entretenaient le terrain. Et puis voilà, après ça a donné des choses comme ça. Ça, c'est des jardins qu'on a fait avec une association d'insertion d'élèves, avec les habitants, avec les familles roms, avec les étudiants. Et donc on est venu dans la friche comme ça. Alors ça c'est un état avant, après ça devient comme ça. Voilà. Puis, après ça c'est en chantier. Ça pousse. Et ça c'est un autre exemple, c'est Sorine, il est avec une palette, il nous a fait un portail pour le jardin, avec sa tronçonneuse. Ça c'est le potager qui est à l'est, une grande parcelle pour les habitants. On s'est dit, on va emmener des animaux. On a une chèvre, un alpaga. Alors ça, c'est pas dans la friche, mais c'est un des moutons. Parce qu'en fait, on le prête chez des sœurs à la communauté du Bon Pasteur, on prête les animaux pour aller brouter, pour éviter le ton. Ça c'est l'abri du cochon. Alors il n'y a pas de recherche en fait. C'est pas la recherche de la forme ou quoi, c'est plutôt, ce qui est intéressant, c'est que c'est fait, que c'est gratuit en fait, c'est des matériaux de récupération, et c'est fait avec les moyens du bord. Et donc ça devient ça, là, ce qu'on a vu, donc ça c'est l'abri du cochon. Ça c'est un dessin que j'avais fait, en fait, c'était l'état c'est une vue d'oiseau de la friche, qu'on a vu le plan au début. On voit différents éléments et comment ça se passe. Et en fait, ça c'est une projection, on avait fait un dessin en fait de ce qu'on imaginait. C'est-à-dire que en fait, c'est un projet de transformation de l'espace. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on fait un projet, il y a la commande. Vous connaissez, on fait une commande, il y a de l'argent, vous proposez un projet, une entreprise qui le réalise, ou quelquefois on le fait nous-mêmes. En paysage, souvent on ne le fait pas nous-mêmes, on n'est pas des jardiniers, on fait un projet, une entreprise réalise, et puis après c'est livré. Là, en fait, c'est pas un projet c'est un projet où il n'y a pas d'argent.
Donc comment on fait quand il n'y a pas d'argent? Et c'est un projet qui est plutôt comme une métamorphose, c'est-à-dire que c'est pas voilà, dans le schéma habituel, mais c'est comment on transforme, comment on métamorphose un espace au fur et à mesure. C'est pas une recherche de forme bien particulière comme vous savez, on fait un dessin et puis ça doit se réaliser, c'est comme ça que ça doit se faire. Là, c'est pas ça en fait, c'est plutôt une co-construction de l'espace. Et quand on est, moi je sortais de l'école, j'étais encore à l'école d'ailleurs, et on m'avait appris à voilà, maîtriser l'espace, j'allais être maître d'œuvre. Et là, c'est plutôt de l'incitation à l'œuvre, c'est comment vous co-construisez avec des gens. Et donc vous vous mettez en danger parce que ces gens-là, ils n'ont pas vos compétences, ils ne connaissent pas forcément, ils n'ont pas les mêmes outils, et puis on n'a pas les moyens pour faire comme un projet classique. Et donc, voilà ce projet. Andrea, les intervenants qui s'expriment sur le thème de la différence sont d'une minutie spectaculaire. Ils calent tous leurs interventions exactement en 20 minutes. Il n'y a pas besoin des interromps. Donc je pense qu'il est absolument inutile de souligner à quel point on vient d'avoir affaire à trois, tant du point de vue du champ d'application, des préoccupations, que du regard porté sur les choses, et de la méthodologie mise en œuvre, trois illustrations du spectre très large qu'offre la thématique design et différence. Donc j'imagine que ça doit susciter énormément de réactions, de questions dans la salle. Donc, parole est à vous. C'était une question pour la dernière présentation, juste à propos de la suivi du projet. C'était juste, enfin, je ne sais pas si vous avez fait quand ce projet, mais quel est l'état du projet maintenant et est-ce que vous faites une suivi ou bien l'entretenu, ça marche comment? C'est eux qui l'entretiennent ou bien ça marche comment? C'est un peu plus compliqué que ça. Bon, je me suis cantonné à faire une présentation de ça. Je ne vous ai pas expliqué le contexte particulièrement le contexte politique. La friche aujourd'hui, elle n'existe plus. Ce que vous avez vu, c'est des photos d'archives, c'est-à-dire que ce terrain a été expulsé 9 août. Et donc, il n'y a plus rien. À part, si, il reste toutes les autres espèces vivantes sur ce terrain, mais on a viré les familles roms et tout ce qu'il y avait avec, le 9 août. Donc, il n'y a plus rien de ce que vous avez vu là. Tout a été détruit. Donc, la question de la gestion, ça se gère tout seul aujourd'hui. Ceux qui ne sont pas addictions, hein, les gens ils ne sont pas vaporisés dans l'air, ils sont un peu plus loin. Vous avez vu, on a essayé quand même de répondre à une urgence, c'est-à-dire on n'est même plus dans la recherche de la forme, il y a une forme. Il y a une forme, mais on est dans l'urgence, il faut s'abriter. Et le problème, c'est que on nous a coupé d'herbe sous pied, c'est-à-dire qu'il y a eu donc l'expulsion de ce terrain. Et on a refusé à ces gens la droit même d'être ici. Donc on ne pouvait même plus se tenir là. Donc il y a plus... Là, ils ont reconstruit. Ils sont dans des tentes aujourd'hui, la majorité. Ou alors il y a eu des baraquements de reconstruire un peu plus loin. Sinon, en fait, dans la gestion, ce qui était prévu, ce qui se passait, c'est que, en fait, il n'y avait pas seulement les familles roms, mais il y avait les étudiants, il y avait les associations, il y avait les habitants. Et la gestion du terrain, elle se faisait par la présence et les usages. C'est ça, c'est qu'on essayait de maximiser, d'inciter à un maximum d'usages, comme les jardins qui n'existaient pas. Les jardins donnent une qualité à ce lieu. Et en même temps, les lieux qui étaient toujours en friche, les lieux qui étaient délaissés, ils étaient aussi importants. C'est-à-dire qu'on voyait une forte biodiversité sur ce lieu, et c'était comment on faisait avec ça. Faire avec non seulement les gens, mais aussi faire avec ce qui existe déjà, ne pas détruire. Comment s'implanter dans ça, dans ce tissu vivant. Voilà, j'ai répondu. Question ?